Bonjour à tous, je vous retrouve pour la 6e vidéo FAQ de la chaîne. Je vais répondre aujourd'hui aux questions que vous m'avez posées récemment. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui, donc on commence tout de suite. La première question, elle me vient de Joey qui me demande si on peut s'entraîner à jeun. Alors oui, on peut s'entraîner à jeun. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que ça a des avantages? On va en discuter maintenant. Alors, premièrement, pourquoi tu voudrais t'entraîner à jeun? Déjà, parce que peut-être que tu veux t'entraîner tôt le matin et que c'est la seule façon que tu as pour pouvoir t'entraîner rapidement sans avoir manger quelque chose avant. Outre mesure, il n'y a pas d'avantage à s'entraîner à jeun si ce n'est un petit aspect pratique. On a même plutôt des désavantages à s'entraîner à jeun d'un point de vue synthèse protéique, donc d'un point de vue prise de masse musculaire. On peut s'entraîner à jeun pour des aspects comme les handstands, la souplesse, peut-être un entraînement de force à bas volume. Mais si ton but est de façon prioritaire la prise de muscle, je te recommande de t'entraîner en ayant mangé au préalable. Pas vraiment pour un aspect performance, parce qu'on sait maintenant qu'on n'a pas besoin d'avoir mangé au préalable des glucides pour faire des bonnes performances sur un entraînement de résistance, mais plutôt vraiment pour cet aspect synthèse protéique, donc chercher à consommer 25 ou 30 grammes ou plus de protéines dans les heures précédant l'entraînement pour hausser ces taux d'acides aminés dans le sang pour te permettre d'être dans un environnement moins catabolique pendant l'entraînement. En étant moins catabolique pendant l'entraînement, tu vas moins dégrader de muscles et du coup le résultat net à la suite de ça, une fois que tu auras récupéré, sera plus intéressant d'un point de vue de prise de masse musculaire. En s'entraînant à jeun, on va avoir une trop grosse dégradation de tissu musculaire pendant qu'on s'entraîne, trop de catabolisme en fait, et ça ne va pas être compensé suffisamment par la récupération par la suite, donc on aura des cas musculaires moins intéressants. En résumé, si tu veux t'entraîner à jeun parce que tu aimes bien comment tu te sens quand tu es à jeun, ou parce que tu veux t'entraîner tôt le matin avant d'aller au travail par exemple, tu peux t'entraîner à jeun, mais je te recommande de plutôt faire ça sur des séances assez légères, des séances handstand, des séances de souplesse ou des séances de force à bas volume. Sur une séance plus haut volume, et particulièrement sur une séance type hypertrophie, donc axée sur la prise de muscle, je te recommande de manger quand même au préalable. Je réponds maintenant aux questions de Flynn. Il a 2 questions. La première étant, malgré qu'on sache que presque toutes les fourchettes de répétition fonctionnent pour la prise de muscle, y a-t-il un intérêt à en utiliser plusieurs sur un même cycle d'entraînement? C'est une question qui fait écho à une vidéo que j'avais fait récemment, que j'avais appelée le mythe du 8-12 répétitions pour hypertrophie, où je vous expliquais qu'on pouvait avoir une hypertrophie similaire en utilisant des séries allant de 5 à 30 répétitions, à condition qu'on aille à l'échec ou très proche de l'échec. En bref, que beaucoup de fourchettes de répétitions différentes pouvaient fonctionner. Cette question est intéressante parce que on pourrait dire que si vous préférez faire uniquement du 10-15 répétitions, quel serait l'inconvénient à ne faire que ça dans vos entraînements? Et il y en a quelques-uns. Le premier, c'est que d'un aspect pratique, certains exercices sont plutôt pratiques à faire dans certaines fourchettes de répétition comparées à d'autres fourchettes de répétition. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est le squat. Si vous faites du squat dans des fourchettes de répétition assez hautes, ça va être très stressant du point de vue systémique, ça va être un petit peu cardio, et peut-être que lorsque vous allez arriver à l'échec, très proche de l'échec, ce sera plutôt parce que vous êtes fatigué du bas du dos, vous êtes fatigué du point de vue cardio-respiratoire, des choses de ce genre-là. Au contraire, certains exercices sont plutôt bien à utiliser dans des fourchettes de répétition plutôt hautes. Si on cherchait à faire, disons, des élévations latérales, qui est ce mouvement, on élève le bras le long du corps pour travailler l'élévation latérale. Si on cherchait à faire des élévations latérales avec des charges très lourdes, disons en 5-8 répétitions, eh bien on risquerait d'avoir une exécution qui serait pas très correcte au niveau du point de vue de la stimulation. On serait plutôt tenté d'utiliser de la triche et ce serait même potentiellement dangereux d'utiliser des charges aussi lourdes pour un mouvement aussi simple, uniquement ciblé sur l'articulation de l'épaule. Du coup, on se rend compte ainsi qu'il y a certainement des fourchettes de répétition qui sont mieux adaptées à certaines fourchettes de répétition. Et si dans ton programme, tu fais du squat dans série de 20 répétitions et
et du leg extension en série de 5-6 répétitions, il y a peut-être un souci. Ça, c'est le premier aspect. Certains exercices vont bien avec certaines fourchettes de répétition. Le deuxième aspect à voir quand on choisit nos fourchettes de répétition sur un cycle d'entraînement pour l'hypertrophie, c'est de voir, de comprendre que potentiellement on pourrait activer, et c'est assez théorique, différentes fibres musculaires, stimuler différentes hypertrophies, on pourrait dire, en utilisant différentes fourchettes de répétition. Potentiellement, c'est une théorie, que l'on pourrait cibler plutôt les fibres lentes avec des séries plus longues et plutôt des fibres rapides avec des séries plus courtes. C'est assez simplifié puisqu'on sait que sur une série menée à l'échec, on finit par utiliser toutes les unités motrices, mais potentiellement on pourrait avoir une hypertrophie plus complète qu'en développant optimalement tous les fibres de type musculaire en incluant différentes fourchettes de répétition dans un programme d'entraînement. Il n'y a certainement pas besoin d'inclure toutes les fourchettes de répétition dans un cycle d'entraînement, mais ça peut être une bonne idée d'inclure sur la durée, au fur et à mesure de plusieurs mois, de s'assurer d'avoir travaillé aussi bas que du 5 répétitions et aussi haut que du 25-30 répétitions parfois par moment. Bien sûr, vous aurez sûrement vos meilleurs résultats en travaillant de façon équivalente dans toutes ces fourchettes de répétitions-là, qu'on pourrait simplifier comme étant 3 grandes fourchettes, le 5-10, le 10-20 et le 20-30. La deuxième question de Flynn, c'est faut-il isoler les trapèzes pour bien les développer? Il veut par là dire, et je le sais, les trapèzes supérieurs. Les trapèzes supérieurs, c'est rarement isolé dans les programmes d'entraînement et c'est, je dirais, souvent, et je dis bien uniquement souvent à juste titre, parce qu'ils vont fréquemment être sollicités sur différents mouvements de rowing, sur peut-être isométriquement sur du soulevé de terre, également sur des élévations latérales. Vous allez recruter un petit peu votre trapèze supérieur et la majorité du temps, c'est pas un groupe musculaire, donc les trapèzes supérieurs, qui intéressent beaucoup de gens, surtout des débutants. En réalité, oui, vous allez pouvoir développer en partie vos trapèzes supérieurs uniquement de façon indirecte avec ces exercices-là. Mais si vous voulez développer optimalement votre trapèze supérieur, il va falloir que vous rajoutiez différentes variantes de shrug. Les shrugs étant ces exercices parce qu'on élève les scapula de la sorte, parce qu'on ramène les épaules aux oreillers. Ça peut d'ailleurs être intéressant d'avoir à la fois un exercice de shrug parce qu'on a les bras le long du corps et un exercice de shrug parce qu'on a les bras au-dessus de la tête pour un développement optimal des trapèzes. Donc pour répondre à cette question, faut-il isoler tes trapèzes pour bien les développer? Ça dépend de ta génétique. Si naturellement tu as tendance sur la majorité des mouvements à bien ressortir tes trapèzes, même si tu sens que tu as parfois des courbatures au trapèze, c'est certainement un indice qu'ils ont été correctement ciblés, stimulés par ces exercices indirects. Et bien, dans ce cas-là, je ne te recommande pas de rajouter du volume sur les trapèzes. Tu es certainement déjà sur la bonne voie pour, sur le long terme, les développer un petit peu. Cependant, si tu veux vraiment avoir des bons trapèzes, ça peut être intéressant et ce serait presque même obligatoire de les isoler séparément avec, comme je l'ai dit, un exercice de shrug bras le long du corps et un exercice de shrug bras au-dessus de la tête.